Mardi 29 mars 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, déjà édition numéro 83. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau ainsi que de Peter Yanopoulos. Écoute, Peter, on s'est couché plus tard que prévu hier. On a eu la chance de faire le match entre les Raptors et les Celtics. Quelle victoire quand même de la troupe de Nick Nurse. Je comprends qu'il manquait quand même 4 partants du côté des Celtics, mais on a eu droit à l'un des meilleurs matchs de la saison à l'antenne de RDS. Ben, salut les gars. Écoute, Alex, on Salut, dort Peter. pas pendant le mois de mars. Ça, c'est clair. On regarde le March Madness, il y a la NBA. Ouais, Puis là, il y a l'Alliance de Montréal. Puis je suis exact. tellement content avec notre invité aujourd'hui. Exactement, Peter. On devait justement accueillir Peter peut-être pour une quinzaine de minutes dans notre deuxième bloc. Mais Peter connaissait tellement bien notre invité qu'on a décidé, pourquoi pas avoir Peter Yiannopoulos avec nous pour toute la première demi-heure. Et sans plus tarder, justement, on l'accueille, cet invité de l'Alliance de Montréal, le tout premier joueur, c'est quand même drôle à dire, hein, le tout premier joueur de l'Alliance de Montréal, le Montréalais Kémy Ossé. Merci beaucoup, Kémy, pour avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, guys. Merci de m'avoir invité ici, guys. Ça veut dire beaucoup pour moi. Une bonne plateforme, puis je suis content d'être avec vous, là. Kémy, écoute, question de te mettre à l'aise tout de suite. Comme je le mentionnais, tu connais bien notre collègue Peter Yanopoulos. Peter, tout d'abord, j'aimerais peut-être que tu me racontes, avant toute chose, une anecdote sur Kémy Ossé, que, en fait, tu connais bien son frère Nelson, évidemment, mais tu connais donc très bien Kémy. J'aimerais avoir une anecdote sur Kémy Ossé, en partant. Mais c'est clair que je connais Kémy depuis qu'il est tout jeune parce qu'avec Nelson, j'étais allé au cadre secondaire avec lui. Mais à chaque fois, quand je jouais, puis là, après, quand je suis devenu entraîneur, puis là, dans les médias, à chaque fois que je suis rentré dans le gymnase de Parc Extension, le gym de Parkex, le fameux gym de Parkex, à chaque fois, quand j'entrais dans le gym, quand il était à Montréal, Kémy aussi était toujours dans le gym, toujours prenait des jump shots, toujours essayait de s'améliorer. Je pense qu'il dormait dans ce gym-là. Right, Kémy, tu étais toujours là. C'est pour ça qu'il a eu tellement une grande carrière. Ouais, je Écoute, faisais tout dans ce gym-là, hein. Ça, c'est ma maison. écoute, Kémy, comment on sent justement d'être le tout premier joueur de l'Alliance de Montréal? Pas le numéro 2, pas le numéro 3. Ça a été la priorité pour Joël Anthony d'avoir un joueur québécois, un joueur d'ici. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été le premier? Ça veut dire tellement beaucoup de choses, hein. Et puis, je le dis tout le temps, c'est un feeling que je peux même pas décrire, guys. C'est plein de bons feelings mélangés ensemble. Puis, ce que tu l'as mentionné, merci à Joël Anthony, Annie Larouche, Ibrahim, puis coach Lavandier aussi de m'avoir fait confiance pour représenter l'Alliance et être le premier joueur de l'histoire à signer avec l'équipe. Ça veut dire beaucoup pour moi. Puis une équipe professionnelle dans une bonne ligue comme ça à Montréal, ça veut dire beaucoup. Puis je pense que ça va aider les générations futures. Tu viens d'une famille de basket. Pour les gens, bon, à la maison, qui suivent le basket ici à Montréal, le nom de famille Ossé, évidemment, très connu, du moins, il devrait l'être, surtout relié, entre autres, avec les Knights de Parc Extension. Mais parle-moi justement de cette conférence de presse avec l'Alliance de Montréal, d'avoir ta famille autour de toi, enfin autour de toi, et une famille qui aura la chance de te voir jouer également à Montréal. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de les avoir justement à tes côtés? Ça voulait tout dire. Je pense que ça, c'était un des plus beaux moments de ma carrière, d'avoir ma famille là dans une conférence de presse, me voir signer avec l'Alliance, euh, avec le directeur général, Annie Larouche, puis tous les membres du staff présents. Mes parents m'ont vu jouer live, je pense, 4 fois seulement dans ma carrière. C'est tout le temps mes frères qui Wow. venaient, fait que juste le fait de les avoir là avec moi, puis savoir qu'ils vont pouvoir venir à chaque match que je joue à Montréal, je suis déjà excité. Puis le 29 mai, là, c'est déjà entouré dans mon calendrier. Camille, tu jouais dans la Ligue l'année passée pour une autre équipe en Saskatchewan. Aussitôt que tu as eu la nouvelle qu'il y avait une équipe à Montréal, entre toi et moi, est-ce que tu voulais faire partie de l'Alliance? Est-ce que c'était aussitôt que Joël Anthony t'a dit oui, je signe en bas de la page puis je veux faire partie de cette équipe-là? Ouais, c'est la maison, ça. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire il y a pas beaucoup de monde qui peut dire qu'ils ont joué pour une équipe professionnelle à la maison.
Fait que c'est sûr, c'était même pas, c'était un no-brainer pour moi de signer avec l'Alliance. Mais Saskatchewan aussi, ils se sont bien occupés de moi les 2 dernières années. Puis shout out à eux. Ils ont fait beaucoup pour moi, ils se sont bien occupés de moi. Puis c'est une organisation très professionnelle aussi. Kémy, tu as déjà joué pour ton frère avec les Knights de Parc Extension. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Comment c'était de jouer pour son grand-père? Est-ce que c'était plaisant ou il était encore plus difficile avec toi? Donc c'était quand même assez tough comme expérience finalement de jouer pour ton frère. Ah, mais c'était mes 2 frères. C'était John et Ah, c'est Nelson. vrai? Fait que ça, c'était la Oui, pire. c'est vrai. Oh, je pense que je l'ai eu. C'était le pire pour moi. Je pense que jusqu'à maintenant, quand je vois coacher les jeunes là, je suis comme moi, c'est juste ça que tu vas dire. Moi, avec moi, là, c'était le pire. Puis ils m'ont coaché à Notre-Dame aussi. Parce que beaucoup de monde ne savent pas ce qu'ils m'ont coaché au collège Notre-Dame aussi. Puis après, à Parkex, mes entraînements, c'était avec eux. Fait que, puis après, je devais rentrer à la maison les voir. Fait que j'étais comme, mais c'était du tough là, puis c'était pour une raison. Puis je pense qu'avec tout ça, avec toute l'énergie puis les ressources qu'ils ont mis sur moi, ça m'a permis d'accomplir mes rêves puis d'arriver où est-ce que je voulais arriver. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est une des... Je me suis fait acheter toutes sortes de noms et tout, mais c'était pour me motiver. Peter, est-ce que tu as une question pour Kémy? Oui, Camille, c'est clair. Je suis tellement content, fier de toi parce que tu es quelqu'un qui a adoré le basketball ici. Tu es développé, tu es cultivé ici à Montréal. Tu as joué aussi pour l'équipe du Québec avec tes Mhm. amis, tes frères. Il y a toujours une rivalité avec l'Ontario. C'est toujours les gars de Toronto, les gars d'Ontario. On dit qu'ils sont les meilleurs, mais nous autres, ici à Montréal, toujours dans le gym de Parquet sur n'importe où, on travaille très, très fort pour leur dire non, c'est nous autres. Parle-nous la façon quand vous avez gagné la médaille d'or pour le Québec, vous avez battu l'Ontario. Puis comme tu l'as dit, Pete, c'est une rivalité qui a tout le temps été là. On était tout le temps deuxième en Ontario. Fait que je me rappelle avoir gagné ça, puis même la foule était contre nous, là. Tout le monde était pour Ontario. Puis on les a battus à plusieurs reprises. Moi, j'ai fait partie des 2 équipes championnes de l'équipe du Québec. Je pense qu'on a gagné 3 fois de suite. On a gagné 2 fois de suite, puis c'était magnifique, là, juste pouvoir se battre ces gars-là, puis enfin me dire, OK, bon, c'est nous la meilleure province du Canada. C'est unbelievable. C'était magnifique. Puis jusqu'à maintenant, dans le Québec, c'est la meilleure province pour le basket. Et Camille, là, si ça va on continuer avec revient. l'Alliance de Montréal. Ah, ouais, c'est ça. Exact. Exactement. Exactement. Puis il y a plusieurs équipes en Ontario. Fait que je suis sûr que ça va un peu être la même chose, spécialement pour les joueurs locaux. Je pense pas que les Américains vont comprendre ça, mais je pense que les joueurs locaux, si on a des joueurs de Montréal avec l'Alliance, puis on joue contre des gars contre des équipes, moi, est-ce qu'il y a des gars d'Ontario ou quoi que ce soit, je pense que ça va ramener cette rivalité-là un peu. Camille, on parle que c'est le mois de mars, c'est le March Madness. Je suis sûr que tu as regardé autant de basket que nous trois. Mais les gens ne savent peut-être pas, tu as joué, t'as joué 4 ans pour l'Université de l'Arkansas Little Rock. Et il y a 6 ans, tu t'es rendu dans le tournoi et tu as même causé une surprise en battant Purdue. Peux-tu nous revenir sur un peu ce match-là, puis un peu la mentalité de underdog que peut-être tu vas avoir cette année avec l'Alliance aussi, vu que c'est une nouvelle équipe? Mais vous voyez, cette mentalité d'underdog-là, c'est avec ça qu'on a grandi à Parkex. C'est tout le temps du toughness et de jouer comme s'il n'y a pas. C'est ton dernier match. Puis c'était le cas contre Purdue. Je me rappelle coach Chris Beard, qui est présentement à Texas, qui était notre coach. Il a dit Ouais. on était 12e seed contre un 5e. Fait que, on n'avait rien à perdre, là. Puis on savait que c'est une équipe qu'on pouvait battre. Puis on s'est fait, on était down un peu pendant le match. On était down 15 même. Puis on a fait un run. On a été en overtime, puis on a gagné un gros match. Puis c'est juste l'atmosphère dans laquelle que tu joues. Il y a 20 et quelques mille personnes dans l'aréna. On a joué dans le Pepsi Center à Colorado, à Denver. Fait que, c'était un feeling magnifique. Puis je me rappelle d'une shot que j'ai rentrée en overtime, là, puis c'était comme...
j'ai eu un soupir, puis c'était malade. Là. Puis c'est un feeling que je peux pas décrire, guys. Puis je souhaite ça à tous les Canadiens, tous les joueurs que je connais là, de faire partie de ce tournoi-là. Là. C'est magnifique, c'est malade. Kémy aussi qui avait terminé avec 7 points, 1 vol de ballon, 3 rebonds en 27 minutes de jeu. Ça s'est terminé 85-83, comme tu le mentionnes, en deuxième période de prolongation. Kémy, t'es pas vieux quand même, là, on s'entend, mais tu as quand même un bon bagage de basketball ici au Québec. Quand tu vois le chemin parcouru par tous les joueurs du Québec dans la NCAA, et j'ai envie de dire au cours des 15 dernières années, est-ce que tu as un sentiment de fierté qui t'habite de savoir justement que tu as contribué à ce legs-là? Oh, définitivement. Puis on en parle tout le temps, que ce soit avec mes frères, puis d'autres coachs avec qui que je parle. C'était beaucoup plus difficile avant de traverser pour aller dans le sud au sud de la frontière. Je pense qu'avec les générations du passé, puis ça a commencé même avant moi, il y a plein de monde qui ont mis des pierres, même des briques avant moi pour pouvoir bâtir ça pour les jeunes de nos jours. C'était beaucoup plus difficile avant. Puis je pense qu'avec les autres personnes dans le passé qui ont fait une bonne job de représenter le Québec, le Canada, dans le sud de la frontière, puis maintenant, même avec moi, ma génération, on a continué. Puis ça a permis aux gars maintenant, de nos jours, de pouvoir être là-bas, puis performer, puis être confortable à le faire. Parce qu'avant, c'est vraiment différent avant. Qui a été ton modèle, justement, lorsque toi, tu as voulu aller au sud de la frontière? Est-ce qu'un gars, justement, comme Chris Joseph, je sais que tu es allé à la même école secondaire que lui, est-ce que ça a été Ouais. l'un de tes modèles? Définitivement, Chris, jusqu'à maintenant, je parle toujours. Chris, c'est quelqu'un qui venait, puis quand il jouait contre Georgetown, parce que notre high school, c'était à Washington, D.C., des fois, il venait jouer contre Georgetown, puis il passait à l'école, il me disait, Kémy, ça va, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, pour t'aider. Puis c'est ce mentor-là que j'avais pendant que j'étais là-bas, tout le temps dans mes oreilles, qui me donne des bons feedbacks, qui demande au coach, qu'est-ce que Kémy doit faire de mieux, qu'est-ce qu'il fait de bien. Puis moi, j'utilisais ça pour mes matchs, puis même à l'école. C'est important de passer les cours. Puis avec ça, comme je dis, avec les bons mentors, puis mes frères qui venaient souvent me voir, ça a pu me garder sur le bon chemin pour pouvoir avoir le succès que j'ai eu. Peter? Kémy, c'est clair que moi, je t'adore depuis que tu es jeune, puis tu as tellement un beau sourire, puis tu es quelqu'un qui, tu es un rassembleur, mais tu as vraiment une grande tête, tu es vraiment intelligent dans le côté de basketball. Parle-nous un petit peu de la Ligue de la CEBL et tu as joué l'année passée. Qu'est-ce que l'Alliance de Montréal aura besoin pour être une équipe compétitive dans la première année dans cette ligue? C'est une très bonne question. C'est une ligue très athlétique puis rapide, guys. Elle est rapide, athlétique, agressive. C'est un peu du style du basketball G-League. Je suis sûr que vous voyez un peu de quoi je parle. C'est vraiment rapide. Ouais. Il faut du size en bas. Puis il faut des bons gars puis des shooters. C'est une ligue très agressive. C'est beaucoup d'entertainment un peu. Mais c'est très compétitif. Puis on sait qu'il y a plusieurs gars qui ont été, que ce soit dans la NBA avec des 10-day contracts, qui ont signé des contrats même, ou même dans les grosses ligues en Europe. Fait que c'est ça, il va falloir beaucoup, je pense que beaucoup, des bons athlètes, des shooters, des bons morceaux ensemble, ben à la fin de la journée, c'est un sport d'équipe. Puis je pense que c'est juste 20 matchs, puis c'est 3 mois la saison. Il faut trouver une équipe qui va cliquer ensemble tout de suite. Ça veut dire beaucoup. Puis les 2 dernières années, quand Edmonton ont gagné, c'est ça qu'ils avaient. Ils avaient une bonne chimie d'équipe. Puis avec les morceaux qu'ils avaient, mais ils ont pu gagner le championnat. Mais avec cette année, avec l'Alliance, là, j'espère qu'on va voir ça, puis on va pouvoir compétitionner pour le championnat, nous aussi. Kémy, pour les gens qui ne te connaissent pas, il y a une chose que je retiens, entre autres, de la conférence de presse. Tu as dit, j'ai regardé des vidéos des anciennes formations du nouvel entraîneur Vincent Lavandier, ce qui prouve que tu es un joueur qui fait ses devoirs, qui a une bonne tête également. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu as aimé précisément au niveau tactique de ce que Vincent Lavandier faisait avec ses anciennes formations? Oui, c'est un coach qui laisse vraiment ses joueurs jouer.
mettre un genre de système où est-ce que tout le monde peut shine. Si tu es un driver, tu vas avoir des opportunités pour driver. Si tu es un shooter, il va te mettre dans les positions pour shooter la balle. Mais c'est vraiment un style de jeu libre. Puis il joue très fort en défense, que moi, je pense que c'est important. Pour n'importe quelle équipe qui veut gagner un championnat, il faut que tu joues en défense. Beaucoup dans pick and roll. Fait que ça te permet de jouer au basket, puis je pense que ça aide à développer. Euh, Beaucoup de monde pense que quand tu es professionnel, tu arrêtes de développer, tu vas juste jouer. Non, je pense que tu dois encore développer même quand tu joues professionnel. Puis c'est ça son système. Son système te permet de développer pendant que tu joues, que ce soit défensivement ou offensivement. Puis, puis j'aime ça. Puis c'est quelqu'un de facile à communiquer avec lui. Je peux lui demander n'importe quelle question. Il est très honnête, très ouvert. Fait que j'ai vraiment hâte de jouer pour lui. Max? Camille, on sait que tu es le premier joueur qui a signé avec l'Alliance, donc il y a d'autres joueurs qui doivent signer aussi. Est-ce que tu as des idées en tête de quelques joueurs coéquipiers, anciens coéquipiers, joueurs d'ici que tu voudrais jouer avec pour l'Alliance? J'ai pas vraiment pensé à ça. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment mis la pensée là-dedans. Juste le fait que j'étais le premier joueur à signer là-bas, avoir cette conférence de presse-là, c'est beaucoup dans ma tête. Euh, mais je suis sûr que Joel Anthony, Ibrahim, Annie vont faire une bonne job de recruter bien. C'est des professionnels avec les conversations que j'ai eues avec eux, puis les discussions qu'on a eues là, je pense qu'ils vont dans la bonne voie là. Puis je pense, je suis pas inquiet avec qui ils vont mettre sur le terrain. Je pense que ça va être correct. On a vraiment très hâte. J'imagine qu'on sera tous là. Ben, toi, évidemment, mais nous aussi, à ce premier match, ouais, évidemment, à ce premier match à domicile donc, de l'Alliance de Montréal. Ce sera le 29 mai prochain contre les Shooting Stars de Scarborough. Camille aussi, merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous parler ce matin. On a bien hâte de te retrouver, mais cette fois sur le parquet. Merci beaucoup, guys. Merci de m'avoir invité ici. Ça veut dire beaucoup pour moi, comme je disais au début. Une bonne plateforme. Puis je trouve que vous devez continuer à faire ce que vous faites. Je pense qu'il Avec manquait grand ça un peu plaisir. au Québec. Ouais, ouais. Merci, guys. Merci, Merci Camille. beaucoup, Bonne Camille. chance cette On année. se voit bientôt. All right, Merci, ciao. brother. All right. Peter, donc, plus tôt, on parlait des 15 dernières années, justement, au Québec. Les joueurs qui ont ouvert la voie et les joueurs qui ont mis le pied dans la porte. Et là, maintenant, la porte est grande ouverte pour les joueurs québécois. Il y en a un qui a connu des moments exceptionnels tout au long de la saison dans la NCAA. Ça a été la même chose du côté du tournoi de la NCAA. Vous me voyez venir, on parle de Bénédicte Mathurin, évidemment. Malheureusement, Arizona qui s'est incliné contre Houston et la défense suffocante de Houston lors du Sweet 16. J'aimerais que tu nous parles un peu du tournoi de Bénédicte Mathurin et de ce que ça pourrait vouloir dire pour Bénédicte au repêchage, Peter. Mais premièrement, quel tournoi pour Ben puis Arizona. Ils ont eu beaucoup de succès cette saison. On ne pensait même pas que ce serait une équipe qui serait peut-être qualifiée pour le tournoi l'NCAA. Ils ont gagné la saison régulière du Pac-12, champion, et ils ont gagné le tournoi du Pac-12 à Las Vegas. Fait que c'est, comme Max le connaît, c'est extrêmement difficile de faire le doublé dans ta conférence. Et Ben était le meilleur joueur pour la meilleure équipe de la NCAA cette année. Beaucoup de pression, les équipes adverses, les entraîneurs, c'était clair que c'était vraiment la stratégie, c'était arrêter Ben. Mais Ben a vraiment répondu à tous les attentes. Et je pense que dans le tournoi, dans un match, tu sais, le 1 contre 8, la deuxième ronde est extrêmement difficile. C'est toutes des bonnes équipes. Puis là, Ben, non seulement il fait 30 points, il y a le dunk du tournoi, il y a peut-être le lancer du tournoi. Tu sais, tu perds par 3, puis tu as Arizona, beaucoup de pression, tu ne veux pas perdre comme ça. Puis là, il réussit ce tir, puis là, il gagne le match en prolongation avec les rebonds offensifs. Il criait. Ouais. C'était la fierté, la fierté, le toughness, comme Kémé aussi a dit, de Montréal. Tu sais, Ben, c'était pas un grand joueur à l'intérieur, mais il est allé prendre des rebonds, puis il a marqué. Fait que pour lui, c'était tout. Puis ici, le Québec commence à connaître Ben. Ben, il veut juste gagner. C'est un gars d'équipe. C'est pas un gars qui veut prendre 30 lancers. Il pense pas au repêchage, Ben. Ben pensait juste à s'améliorer puis gagner des matchs. Puis là, quand tu fais un match comme ça, est-ce que ça aide côté pour le recrutement, pour le repêchage? Puis je parle souvent avec vous, avec toi, Alex, puis Max, puis Ouais. Will, puis Mathieu. Ça fait une mince différence
pour les dépisteurs, pour les directeurs généraux. Eux autres, ils ont regardé tous les matchs de Ben durant les dernières années. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est pas un tournoi de la NCAA qui va faire la différence. Si tu connais un mauvais match, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus être repêché dans la première ronde. Mais quand tu as un match comme ça de 30 points, le dunk du tournoi, un gros 3 points, peut-être le directeur général et le propriétaire vont dire « Moi, je veux ce gars-là. » Parce que dans des grands moments, il peut faire une grande différence. Fait que pour moi, c'est pour ça que Ben, ça a monté sa valeur, mais sa valeur est déjà là. Tout le monde, toutes les 30 équipes, ils connaissent qu'est-ce que Ben peut faire côté 3 points, côté athlétisme, côté gagnant défensivement. Et je pense qu'un gars comme Ben, avec tous les slam dunks qu'il peut faire, Ben va vendre des billets pour la franchise qui va jouer. Puis ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire. Puis Ben, je pense, honnêtement, c'est pas parce qu'on le connaît bien ici. Moi, je pense que Ben est un des 3 meilleurs joueurs dans cette classe, puis il va être vraiment une étoile pour la NBA. Et c'est pas. Effectivement, si c'est un des 3 meilleurs, peut-être qu'il va être repêché plus loin, 7, 8, 9, 10. Mais imaginez la valeur pour cette équipe qui repêche, par exemple, 9e, d'avoir un Ben Mathurin qui est peut-être l'un des 3 meilleurs choix de ce prochain repêchage. C'est assez exceptionnel. Et Peter, tu parlais et je me disais, dans ma tête, imaginez là, un gars du Québec comme Bénédicte Mathurin qui va faire vendre des billets dans la NBA. C'est quand la dernière fois que vous avez prononcé ou même pensé à ces mots-là, messieurs? C'est exceptionnel. Je suis d'accord avec toi, Peter. Bénédicte Mathurin qui s'est levé dans les grands moments. On l'a vu en finale du Pac-12 contre UCLA avec 27 points. On l'a vu contre TCU avec 30 points lors du March Madness. Contre Houston, il y a des gens qui vont dire que c'est une contre-performance, mais en même temps, comme tu l'as dit, c'est le meilleur joueur pour la meilleure équipe. Et on avait un plan en défense contre Bénédicte Mathurin. Et Max, tu m'as texté tard en soirée. Tu m'as dit, écoute, Houston, ce sont des bullies tout simplement défensivement. Exact. Ils ont vraiment bien joué contre Bénédicte. Ils ont bien joué, puis le style de jeu aussi de cette équipe-là de Kelvin Sampson. Il faut mentionner qu'Houston avait rien à perdre. Ce n'était pas la première tête de série comme Arizona. Et ils venaient tout juste de battre une bonne équipe qui était Illinois au Sweet 16. Donc pour eux, contre Arizona, je pense que c'est un peu du bully ball, si on peut dire. Il y avait beaucoup de fautes qui n'ont pas été appelées du côté des arbitres, mais à la toute fin, tu voyais que c'était une unité de 5 et que Houston est sinon la meilleure défensive là, de la NCAA cette année. Donc, ça a été difficile, mais en même temps, comme Peter dit, c'est pas un match qui va dire ah, tu vas tomber du top 10 du côté du draft parce que les dépisteurs, les directeurs généraux, ils voient l'ensemble, ils vont pas juste prendre un échantillon. Et moi, je pense qu'ils vont plus prendre l'échantillon de la fin à TCU parce que les directeurs généraux ont besoin de winners, ont besoin de gagnants, ils ont besoin d'un joueur que quand le match va être serré, il va pas shy away, qui va dire donne-moi le ballon ou qui va aller faire le jeu qui va pouvoir te faire gagner. Et je pense que c'est ça qu'on a vu là, dans le tournoi de March Madness de Bénédicte Mathurin cette année. Donc, prochaine étape pour Bénédicte Mathurin, à moins, là, comme je le mentionnais hier, pendant le match entre les Raptors et les Celtics, à moins là, d'une surprise exceptionnelle et que Ben décide de revenir pour une 3e saison, et je pense pas que ça va arriver, évidemment, là, ce sera donc le repêchage de la NBA, le prochain arrêt pour Ben Mathurin. Peter, je sais qu'on doit te laisser aller dans un moment. D'abord, j'aimerais avoir tes commentaires sur la belle victoire des Raptors de Toronto hier contre les Celtics. Les Celtics qui jouaient sans 4 de leurs joueurs partants. Brown, Tatum, Williams, et évidemment, Al Horford également. Mais une victoire, c'est une victoire et c'est tout ce qui compte. Les Raptors, donc, au 29 mars 2022, sont à égalité avec les Bulls de Chicago pour le 5e rang dans l'Est. Ça n'a pas été évident, Peter. Reste qu'on a eu un bon match sur les ondes de RDS2 hier. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis c'est clair que les Raptors sont en série présentement. Puis c'est difficile parce que l'Est, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes équipes. Puis les équipes qui ils dépassent présentement, c'est une équipe qu'on pensait c'était l'équipe la favorite pour gagner le championnat, c'est les Nets de Brooklyn. Puis une équipe qui ont fait la finale de l'association de l'Est l'année dernière, les Hawks d'Atlanta. Moi, je pense que les Raptors, c'est une équipe, quand ils sont en santé, ça c'est la clé, quand ils sont en santé, c'est une Ça équipe n'arrive pas souvent. qui vont faire les séries. Puis Ouais, c'est ça. ouais, puis ils peuvent même gagner une série ou deux.
quand tu as un 5 partants avec Van Vliet, Trent, Barnes, OG et Siakam, c'est presque impossible d'arrêter ce groupe sur le plancher. C'est tous des joueurs polyvalents qui peuvent tout marquer, puis c'est difficile. Mais côté à l'intérieur, est-ce qu'on peut donner, on donne des rebonds offensifs? Oui, mais quand Boucher est en santé, là, on voit que Precious, l'arrivée de Young fait du bien. Moi, je pense que c'est une équipe, les Raptors, on a vu hier, c'était pas facile parce que les Celtics, même sans les gros noms, on voit pourquoi ils étaient une des meilleures équipes cette année. Ils ont de la profondeur. Fait que je pense que si Van Vliet peut être à 100%, OG, c'est la clé. Quand OG est dans l'alignement, il t'aide des deux côtés du terrain, il donne des 17 points par match et c'est lui un des meilleurs joueurs défensifs du périmètre de la NBA. Fait que Siakam, merci, Masai et Bobby 40 points Webster, on hier. ne l'a pas échangé. Je vais le dire encore parce que tout le monde était très déçu. Les critiques étaient un peu justifiées à l'égard de Ouais, Pascal, mais là, Pascal est à un autre niveau. Puis Max, tu connais, quand tu es 6 pieds 9, puis tu peux avoir un arsenal comme ça avec le ballon, Siakam peut marquer n'importe où sur le terrain. Quand tu as des grands joueurs sur lui, rapidité, mobilité sur le périmètre. Un exact. joueur plus petit comme hier, les Williams, les Derek White, il punit à l'intérieur. Fait que là, on a parlé beaucoup le phénomène Ben Mathurin, puis on va continuer. Il y a l'Alliance de Montréal qu'on va commencer à parler dans quelques mois, mais présentement, là, le focus, c'est les Raptors. Parce que honnêtement, il n'y a pas une équipe dans l'Est, même les Bucks de Milwaukee, oui, sont les champions, puis sont vraiment difficiles, mais les Raptors, pour moi, en santé, ils peuvent battre n'importe quelle équipe dans l'Est. Ils peuvent battre n'importe qui. Et le problème pour ces équipes-là, c'est que normalement, on veut avoir une première ronde facile. Mais les Raptors ne te donneront pas une première ronde facile. Donc là, tu perds des énergies avec une série qui va te rendre peut-être en 6, peut-être en 7. Et effectivement, je pense qu'il n'y a personne qui va affronter les Raptors au premier tour. Peter Yanopoulos, merci encore pour ton temps ce matin. On sait que tu es un homme occupé. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous et avec ton bon ami également, Camille aussi. Parce que pour les gens qui ne savent pas à la maison, ton frère Nelson, pour toi, essentiellement, c'est comme un frère. Ben oui, j'ai grandi avec Nelson à l'école secondaire. On se connaît depuis 35 ans. Son frère John aussi, c'est un entrepreneur. Puis Kemi, c'est tellement euh, quelqu'un qu'on est tellement fier parce que c'est un gars qui adore le basketball. Puis il a la chance de jouer devant sa famille, devant ses amis et devant la province de Québec puis la ville de Montréal. Fait que je suis tellement content et fier de Kemi. On est tellement fiers de toi également, Peter Yanopoulos. Tu peux aller vaquer à tes occupations. Merci encore pour ta présence au balado ce matin, toujours très apprécié. Salut, Peter. OK, oui. OK, oui, papa. À bientôt, les boys. Salut. Bye, Peter. Max, on en a dit un mot préalablement, les Raptors de Toronto. Donc, si les séries commençaient aujourd'hui, c'est pas le cas, mais quand même, le 29 mars 2022, occupe le 6e rang, mais à égalité au 5e rang avec les Bulls de Chicago qui ont le bris d'égalité. Il n'y a personne, Ouais. évidemment, qui veut affronter les Raptors, mais là, la grande question, c'est de savoir ben, qui va terminer 1, 2, 3 et 4 dans l'Est dans une course, Max, complètement folle. On a le Heat de Miami au premier rang en date d'aujourd'hui, les Sixers, les Bucks et les Celtics, les trois à un match du Heat de Miami. Une course complètement folle. Et du côté de Miami, par contre, là, c'est une des équipes, là, oui, on est premier, mais tout n'est pas nécessairement rose. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la Exact. prise de bec entre Eric Spoelstra, Udonis Haslem et Jimmy Jimmy Butler. Butler. Tout n'est pas rose. On a beau dire c'est comme une grande famille, mais tu ne veux pas nécessairement que ça arrive à la fin du mois de mars d'avoir des engueulades comme ça à la télévision, devant tout le monde aussi. Là. Exact. Puis, tu sais, Peter le mentionnait, là, le mois de mars, là, c'est le moment où tu veux jouer ton meilleur basket de la saison. Le Heat joue du bon basket depuis le début de l'année. Là, si tu regardes là, ces équipes-là dans le top 6, à leurs 10 derniers matchs, ils jouent en bas de 500 à 4 victoires, 6 défaites. Étaient sur une séquence de 4 défaites consécutives. Le mercredi passé contre les Warriors, ont perdu sans Steph. Les Warriors qui jouent pas bien non plus. Hey, Et tu as d'ailleurs, vu Max, là, l'engueulade qu'il y a eu sur le terrain. C'était assez incroyable de voir ça. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? c'est la seule victoire des Warriors au cours des 7 derniers matchs. C'est contre le Heat dans ce match-là. Exactement. Donc là, en ce moment, tu as d'autres équipes comme Boston qui est en feu. Les Sixers, depuis l'arrivée d'Harden, jouent bien. Les Bucks qui sont en santé.
Là, tu as le Heat qui est premier, mais qui dégringole un petit peu. Là, ils sont premiers à date d'aujourd'hui, mais je veux dire, ils jouent pas bien. Il reste encore 2 semaines de basket. Donc, moi, la façon dont je vois l'Est, il y a 3 courses en ce moment. Il y a la course pour finir premier et avoir l'avantage du terrain pendant toutes les séries, à part la série finale. Après ça, tu as la course pour finir qui va finir cinquième. Si tu regardes en arrière, tu as la course savoir qui va finir huitième parce que à date d'aujourd'hui, les Nets sont huitièmes. Charlotte sont juste à un demi-match, puis Charlotte joue excessivement bien ces temps-ci, quoi qu'ils ont perdu hier contre les Nuggets. Puis tu as les Hawks qui sont juste à un demi-match de Charlotte. Donc, j'ai jamais vu une course. Comme je t'ai dit, c'est serré en titi. Mais C'est serré, ouais. on sait les 10 premières équipes, mais on ne sait pas Ouais. dans quel ordre ils On vont sait pas comment. arriver. On ne sait pas, puis je pense que ça va se décider à la toute fin parce que j'ai jamais vu une course aussi serrée entre Dans beaucoup l'Est d'équipes en surtout, même hein? temps. Dans l'Est, Tu sais, l'Ouest, au exactement, où cours tu des avais 10 vraiment dernières années, des. c'est souvent serré, là. Mais là, Max, tu sais ce qui va se passer en première ronde, hein? D'une façon quelconque, là, la première ronde, Raptors contre Heat. Kyle Lowry revient à Toronto en première ronde. Ça serait absolument fou comme première série. Et ça serait quand même assez crève-cœur là, pour les Mais partisans de Toronto. De, on va de avoir le voir Kyle retour Lowry en dimanche, là. série. Sauf que Pardon? là, tu as l'avant, si tu peux dire, tu as l'entrée dimanche Ouais. parce que Miami vient jouer à Toronto, c'est le retour de Kyle Lowry. Mais c'est sûr que si tu veux écrire des grosses histoires, tu aurais 2 match-ups en première ronde. Tu aurais le Heat contre les Raptors, puis tu aurais les Sixers contre les Nets. Est-ce que ça peut arriver? Oui, parce que tout peut arriver là, selon le classement d'ici 2 semaines. Mais ça serait quand même incroyable d'avoir ces séries-là. Et écoute, peut-être qu'il va y avoir des surprises déjà en partant. Les Nets peuvent éliminer une des top équipes. Les Raptors, comme on l'a vu hier, quoique les Celtics étaient sans leur grande vedette, mais les Raptors donnent cher leur peau. Ils sont capables de jouer contre n'importe qui. Euh, écoute, j'ai tellement hâte de voir ça va être quoi les match-ups après ça. Euh, dire, OK, il y a des potentiels de upset entre guillemets, mais il y a tellement de parité que le seul avantage que tu as peut-être, c'est l'avantage du terrain. S'il y a un match numéro 7, tu vas jouer à la maison. Ouais, exactement. Et ça, c'est si les Nets de Brooklyn participent aux séries éliminatoires. Là, on est huitième, donc on va jouer contre la septième position. Et le gagnant, donc, devient la septième tête de série. Mais si on devait glisser au neuvième rang, au dixième rang, là, pour accéder aux séries éliminatoires, on doit gagner 2 matchs de barrage. Et je Ouais. comprends que normalement, on a l'équipe pour le faire, mais les Nets de Brooklyn là, sont dans une période excessivement difficile. La bonne nouvelle, Max, c'est qu'enfin, Kyrie Irving Enfin, est revenu pour la première fois depuis le deuxième match de la série contre les Bucks de Milwaukee, est revenu à Brooklyn. Il a connu un match correct sans plus à son retour. Évidemment, bon, avec la COVID du côté de New York, on a assoupli les règles sanitaires. Donc, dans son premier match à Brooklyn, depuis donc l'année dernière, 16 points, 11 passes décisives pour Kyrie Irving. Kevin Durant qui a bien joué avec une récolte de 27 points dans une défaite contre les Hornets de Charlotte. Et ça, vraiment, ça change la donne du côté des Nets de Brooklyn. Je comprends que la saison tire à sa fin. Il reste seulement 7 matchs aux Nets de Brooklyn, mais au moins, on a la chance jouer à la d'avoir maison. Kyrie Irving de retour. Et surtout, Max, pour les matchs éliminatoires. Parce que sans Kyrie, là, je comprends qu'on a KD, là, mais c'est pas comme si on avait une formation très, 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 très profonde du côté des Nets de Brooklyn. Ça fait du bien, donc, d'avoir Kyrie Irving pour tous les matchs, enfin. Et on dirait que c'est un scénario d'Hollywood. C'était les Oscars en fin de semaine. Je Ouais, pense que tu sais qu'est-ce qui est arrivé, mais on n'en parlera pas. Puis la décision du maire d'alléger les mesures sanitaires, ça aide Brooklyn. Tu te dis, ah, Kyrie va jouer à la maison, il jouait bien sur la route. En plus, tu regardes le calendrier, puis il est favorable pour les Nets. Premier test, comme tu dis, dimanche, puis on a tout simplement oublié de jouer de la défensive contre une des meilleures attaques terrible. de la Ligue. Je veux dire, tu regardes les statistiques, le 17 3 points réussis des Hornets pour 53 donc 17 en 32. Le Melo Ball qui a fini avec 33 points. Il a gâché le retour à la maison, entre guillemets, Ouais. de Kyrie. Et c'est là que tu vois que les Nets, oui, est-ce que Ben Simmons va pouvoir revenir au jeu? En ce moment, c'est un monstre à deux têtes en termes de Kevin Durant et Kyrie.
Ils jouent 5 de leurs 7 prochains matchs à la maison. Contre des équipes comme Détroit, tu as Houston, tu as New York, tu as Indiana, donc des équipes qui sont déjà éliminées. Donc, fin de calendrier un peu favorable, mais en même temps, comme tu le dis, si tu finis huitième cette année ou depuis l'année passée avec le play-in, ça ne t'assure pas d'une place en série parce que tu as la 9e et 10e équipe, qui serait Charlotte et Atlanta qui jouent un contre l'autre, et après ça, viendraient jouer contre Brooklyn. Donc, tu as quand même une chance d'être éliminé, entre guillemets, même si tu finis huitième. Et là, on parle de l'Est, mais dans l'Ouest, là, c'est aussi serré. Ah, Et je porte votre attention, aux gens à la maison, et à toi, Max, également, sur les Lakers de Los Angeles. On menait par 23 points lors de notre dernier match et on ouais. a bêtement échappé cette rencontre-là, si bien qu'on a glissé au 10e rang. Et non seulement on a glissé au 10e rang, là, on a un demi-match d'avance sur les Spurs de San Antonio qui ont un match en main. Et les Spurs là, qui ont remporté leurs 4 derniers matchs. Les Spurs goûtent à l'odeur du sang. Ils savent là, que les Lakers sont une proie présentement. On doit mettre la pédale au plancher. On a une chance là, de participer aux séries éliminatoires. Et du côté des Lakers, et on l'a vu lors du dernier match, LeBron James, 39 points. Mais qu'est-ce que tu veux que LeBron James fasse tout seul? LeBron James connaît une saison exceptionnelle, encore une fois, à son âge, doit-on le rappeler. Mais il ne peut pas tout faire ça. Là. Lorsqu'on dit que le basketball, c'est un sport d'équipe, mais là, je pense qu'on a la preuve. On a possiblement le meilleur joueur de la Ligue, le meilleur joueur au monde. Vous pouvez dire que c'est un top 5 ou peu importe. On a un LeBron James. Malgré tout, on est 10e et peut-être qu'encore une fois, on va rater les séries du côté des Lakers. Un mot pour les Lakers, c'est Anthony Davis. Je ne sais pas quelle Deux médecine mots seuls. miracle il C'est deux va mots. faire. Un mot ensemble. J'ai Anthony Davis. Ah, OK, OK. Mais je veux Un nom. dire, sa perte depuis qu'il est blessé, Ouais, ouais. tu penses, tu dis Russell Westbrook est là, euh, mais il n'y a pas personne d'autre. Carmelo Anthony fait ce que Carmelo Anthony peut faire dans son âge maintenant. Et l'autre fait qu'il faut que tu mentionnes, c'est que le bris d'égalité en ce moment entre les Spurs et les Lakers est en faveur des Spurs. Donc, si advenant qui arrive à égalité au 10e rang, ben, les Spurs passeraient devant les Lakers, puis les Lakers seraient éliminés. Et ça démontrait que LeBron James est peut-être un des meilleurs joueurs de basket au monde, mais peut-être un des pires directeurs généraux au monde aussi, parce que c'est lui qui a assemblé cette équipe-là. Et Ouais, en bon québécois, c'est en train de péter d'en face. C'est sûr ouais. que la blessure d'Anthony Davis aide pas, mais en même temps, il y a quand même assez de talent sur le terrain. Tu sais, Westbrook a un peu de difficulté avec le système. LeBron joue du basket. Écoute, tu ne peux pas lui demander plus Exact. qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est juste que tu regardes après, puis il n'y a pas de contribution de personne d'autre. Et les Lakers, tu regardes encore moi, j'aime regarder c'est quoi les séquences pour voir quelle équipe joue bien en ce moment, parce que c'est ça que tu veux voir. Les Spurs ont 6 victoires à leurs 10 derniers matchs. Les Pélicans ont 5 victoires à leurs 10 derniers matchs. Donc, OK, c'est correct. Les Lakers ont 3 victoires à leurs 10 derniers matchs et sont sur une séquence de 2 défaites de suite. Donc, est-ce que c'est ces deux équipes-là qui vont devancer? La seule chose qui est bonne pour eux, les Clippers jouent mal, mais ils ont quand même 4 matchs de différence entre la 8e et la 9e place, donc je pense pas que ils vont les rattraper. Mais si Exact. tu fais cette course à 3 entre Nouvelle-Orléans, Lakers et Spurs, c'est les Lakers qui jouent pas bien en ce moment, donc c'est eux qui pourraient être exclus des séries. Et des séries sans LeBron James dans un gros marché comme à Los C'est pas Angeles, pareil. c'est sûr, c'est pas pareil. C'est sûr que ça va faire mal en termes de ratings, puis de code d'écoute et tout ça. Mais ça démontre aussi que il y a 9 autres ou il y a 8 autres meilleures équipes dans l'Ouest, pardon. Phoenix, Memphis, c'est une belle histoire. Golden State, avec le retour de Clay, c'est une belle histoire. Mais Mavericks, je pense que c'est une des meilleures équipes depuis Les l'échange de Mavericks. Spencer Dinwiddie. Tu as le Jazz, les Nuggets, est-ce que Jamal Murray peut revenir? Et Ah, les ça va être Timberwolves qui exceptionnel. sont finalement. Donc, tu sais, écoute, les séries, ça va être exceptionnel. Mais encore une fois, tu as la même parité dans l'Ouest. Tu as peut-être les Suns qui sont tout seuls premiers, mais après ça, tu as une course pour qui va finir troisième pour avoir l'avantage du terrain. Je pense que dans l'Ouest, c'est encore plus avantageux parce que tu voyages un peu plus. Tu peux jouer en haute altitude si tu joues à Denver. Tu peux jouer
Tu peux jouer très loin si, par exemple, tu es Minnesota puis tu dois jouer jusqu'à LA. Donc, c'est peut-être un facteur de plus, quoique les joueurs, je pense, sont gâtés là, qui volent avec des jets privés et tout ça, mais écoute, je pense que la distance de voyage est différente dans l'Ouest que dans l'Est. Mais encore une fois, il faut attendre dans 2 semaines pour savoir qui va jouer contre qui, parce que pour l'instant, c'est tellement serré puis ça peut pencher d'un bord comme de l'autre. Tu parles justement des séries éliminatoires. Je sais pas si c'est juste moi, mais on dirait que la saison a passé en un clin d'œil. Donc, les séries, en date d'aujourd'hui, ben, c'est dans 18 jours. Ça se met en branle le 16 avril prochain, mais il y aura évidemment les matchs de barrage, donc le fameux Play-in Tournament, qui va se mettre en branle le 12 avril prochain jusqu'au 15. Et d'ailleurs, le 12 avril prochain, c'est un mardi, et c'est notre prochain rendez-vous pour le balado du centre-ville. Donc, on y sera pour mettre la table pour les séries éliminatoires, peut-être un Facebook Live. Tu sais, on pourrait voir avec On lance nos l'idée. amis du web également. On lance l'idée pour mettre la table pour ce tournoi ainsi que pour les séries éliminatoires, en espérant que les Raptors de Toronto y soient. Si les Raptors sont des séries, et ça devrait être le cas, on va donc suivre cette série tout au long. Puis sinon, ben, on va vous proposer les meilleurs matchs soir après soir, donc à voir du côté de la grille horaire. Mais sinon, on Alex, peut assumer on va c'est présenter sûr que les les matchs des Raptors Raptors. sont en série, là. C'est sûr que les Raptors sont en série, mais à quelle position, c'est ça qu'on ne sait pas. Oui, exactement. Donc, ça commence dans 18 jours, le 16 avril prochain. Et on vous rappelle notre prochain rendez-vous le 12 avril. D'ailleurs, lors de notre prochain rendez-vous, ben, on connaîtra le champion du March Madness. On vous rappelle que le Final Four, Villanova, deuxième tête de série, va affronter Kansas et UNC va affronter Duke. Et ça va être formidable. La première fois Ah de ouais. l'histoire que ces deux formations-là s'affrontent au March Madness. Peut-être le dernier match de Coach Krzyzewski également. Donc, on vous revient le 12 avril prochain. Il sera question de la NCAA, évidemment, avec le March Madness. Mais surtout, on va mettre la table pour les séries éliminatoires du côté de RDX. Max Boudreau, toujours un plaisir. On remercie également Peter Yiannopoulos et le tout premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal, Kémy Ossé, pour sa présence au balado. Et pour notre part, ben, on se retrouve, comme je le mentionne, depuis tantôt, mardi, le 12 avril prochain, pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Bonne journée tout le monde.